Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à Bruxelles, à la Commission européenne, pour recevoir aujourd'hui la cheville ouvrière de la diplomatie européenne. Il s'agit du secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure, autrement dit le bras droit de Catherine Ashton. Ce diplomate français est un Européen convaincu. D'après Catherine Ashton, il fait partie des plus brillants, des meilleurs. Directeur de cabinet au Quai d'Orsay pendant de longues années, il a suivi de près l'évolution de l'Union européenne. En 2007, il est nommé ambassadeur de France à Washington, mais dès 2011, il doit revenir sur le sol européen pour incarner cette diplomatie européenne. Le Service européen pour l'action extérieure qu'il anime est encore une jeune institution de l'Union qui doit exister, s'imposer parfois entre les États membres et la Commission. Pierre Vimont, bonjour. Bonjour. Alors, en Ukraine, le président Yanukovych a été destitué la semaine dernière après une répression sanglante qui a marqué les esprits. Et maintenant, c'est la Crimée pro-russe qui s'embrase. Est-ce que l'Ukraine va vers une partition avec une Russie de plus en plus agressive ? Il faut à tout prix éviter ce type de situation. Vous savez que dans tout ce qui a pu être dit à l'heure actuelle, que ce soit par l'Union européenne, par nos partenaires de la communauté internationale, tout le monde insiste sur deux choses. Le fait qu'il faut arriver à rétablir la stabilité et le calme dans le pays, et deuxièmement qu'il faut préserver l'unité et l'intégrité territoriale de ce pays. Et je crois que c'est très important, et c'est cela que nous essayons tous de faire à travers le dialogue que nous maintenons avec la Russie, mais avec d'autres partenaires, et avec tout ce que nous essayons aujourd'hui de mettre au point pour venir au secours et en soutien de ce pays qui traverse les événements importants et difficiles qu'on connaît. Alors, vous avez parlé de la venue de Catherine Ashton, des ministres européens. L'Europe porte une responsabilité assez lourde dans le destin de l'Ukraine parce que c'est avec le rejet du pacte oriental de libre-échange proposé par Bruxelles et rejeté par le président Yanukovych que la contestation a démarré en Ukraine. Qu'est-ce que l'Union européenne peut offrir aujourd'hui à Kiev aux Ukrainiens ? Oui. D'abord, juste pour revenir sur, vous disiez, la responsabilité des événements. Non, c'est le président Yanukovych qui n'a pas voulu de l'accord d'association que nous avions négocié avec lui. Et c'est plutôt là que réside la responsabilité. Nous avons observé, comme tout le monde, les événements qui se sont déroulés depuis le sommet de Vilnius, qui avait été le moment où on avait appris que le président Yanukovych ne souhaitait plus signer cet accord. Depuis lors, nous avons essayé d'aider à travers tous les contacts que l'on a eus et par une présence assez constante. J'ai beaucoup lu que l'Europe était absente. Franchement, s'il y a un dossier où on a été présent, y compris sur le terrain, c'est bien celui-là. Donc l'Europe a été présente en permanence pour essayer de voir comment précisément on pouvait sortir en quelque sorte de l'ornière dans laquelle le président Yanukovych a mis son pays, avec ensuite la très forte mobilisation des Ukrainiens contre les décisions qu'il avait prises. Et tout l'objectif, encore une fois, est maintenant de voir comment on peut les aider. Comment les aider ? Les aider financièrement, par exemple. Exactement. À court terme, les États-Unis veulent garantir à Kiev un crédit d'1 milliard de dollars, l'Europe de 1,5 milliard. Mais c'est 35 milliards de dollars dont l'Ukraine aurait besoin dans les 2 prochaines années. Est-ce que l'Europe est prête à investir ? Est-ce que politiquement, elle va soutenir massivement l'Ukraine ? Oui, nous voulons le faire, mais il y a plusieurs étapes. Il faut procéder par étapes. D'ailleurs, d'abord, les estimations des besoins financiers de l'Ukraine. En réalité, les chiffres les plus fantaisistes partent dans tous les sens. Il faut commencer par faire une évaluation assez précise. Et l'Europe est prête à le faire, d'ailleurs en compagnie du Fonds monétaire international. Il va y avoir une conférence des donateurs, il y a déjà un calendrier. Ça viendra plus tard, si vous voulez. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le besoin à très court terme. Comment les aider à stabiliser la situation, à éviter les pressions du marché. Il y a ensuite mettre au point, et si possible avec le Fonds monétaire international, un programme d'ajustement et à l'occasion duquel on peut apporter une aide macro-financière d'un montant qui reste à déterminer. Tout ça est à déterminer. Ensuite, il y a le plus long terme et aider ce pays à travers un programme économique de long terme à sortir des difficultés économiques dans lesquelles il se trouve.
Revenons un peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière, sur le rôle joué par le Service européen pour l'action extérieure. La Grande École de commerce HEC, notre partenaire, vous interpelle par la voix de Noëlle Lenoir, la directrice de l'Institut de l'Europe. Il est certain que l'Union européenne demeure, malgré tous ses problèmes, un espace démocratique extrêmement attractif. Et s'il en était besoin, les événements récents en Ukraine le démontrent amplement. Mais est-ce que ça ne pose pas, finalement, une question à la diplomatie européenne? Car quand il s'est agi d'essayer de surmonter cette crise, eh bien, on a vu que c'était les États qui prenaient la main, et en particulier la France, l'Allemagne et la Pologne. D'où l'interrogation que l'on doit soulever en ce qui concerne l'avenir de la politique étrangère européenne et du service diplomatique extérieur commun de l'Union. Deux questions précises. D'abord, pourquoi est-ce que Mme Ashton n'a pas accompagné les 3 ministres des Affaires étrangères pour participer aux négociations à Kiev? Est-ce qu'elle a été marginalisée en quelque sorte? Et surtout, quel va être son rôle à présent? Qu'est-ce que vous répondez à Noëlle Lenoir? Oh, c'est très simple, c'est très facile et c'est très pratique en fait. Les gens n'ont pas compris. Le matin où il fallait absolument aller et se rendre à Kiev pour négocier, Catherine Ashton était à Vienne en train de négocier avec les Iraniens. Vous savez qu'il y a cette négociation, ce nouveau tour de négociation que nous entamons avec l'Iran. Et c'est donc elle qui a demandé à la fois au ministre polonais des Affaires étrangères, qui lui avait dit qu'il était prêt à se rendre à Kiev, et au ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, M. Steinmeier, auquel s'est joint ensuite Laurent Fabius, de se rendre à Kiev parce qu'il était important d'aller là-bas alors qu'elle ne pouvait pas le faire. Et l'après-midi, vous savez, nous avons tenu ici une réunion spéciale du Conseil des Affaires étrangères. Donc Cathy Ashton était le matin à Vienne, l'après-midi à Bruxelles, mais en contact permanent avec les 3 ministres. Nous avons pris nos décisions à Bruxelles en liaison étroite avec les 3 ministres et nous avons suivi leurs discussions, leurs négociations et vraiment c'était synchronisé, je dirais, de manière tout à fait remarquable. Et dès qu'elle est sortie de ces contraintes, à Vienne le matin, à Bruxelles l'après-midi, elle s'est elle-même rendue ensuite à Kiev, où elle a pris sa part dans les efforts que nous menons actuellement pour stabiliser, pour aider à la stabilisation de ce pays. Alors, ce que les médias ont retenu de cette médiation menée par les 3 ministres, c'est surtout leur présence, et notamment la présence très forte du ministre allemand. L'Allemagne apparaît comme le moteur depuis le début de la crise ukrainienne. Les leaders de l'opposition ont été reçus à Berlin. Est-ce que c'est un retour de l'Allemagne sur la scène européenne, sur la scène internationale ? Oui, en tout cas, le nouveau gouvernement allemand, le nouveau ministre des Affaires étrangères d'Allemagne a tenu très vite et très tôt des propos et a fait des déclarations qui indiquaient clairement de sa part la volonté de s'impliquer davantage dans les affaires étrangères, d'être davantage présent sur la scène internationale, mais j'insiste là-dessus parce que c'est important de le faire en étroite concertation avec Catherine Ashton et le service d'action extérieure. Alors ce qu'on pouvait faire ensemble et par rapport aussi à Vladimir Poutine, vous avez commencé à dessiner cette problématique puisque Vladimir Poutine a manié la carotte financière, 15 milliards de dollars d'abord promis aux Ukrainiens. Il brandit maintenant le bâton en mettant les troupes russes en état d'alerte. Comment l'Europe peut-elle, doit-elle négocier avec un tel dirigeant? Vous savez que cette question-là, nous l'avons perçue bien avant les événements les plus récents et les plus dramatiques en Ukraine. Au moment du sommet de Vilnius, lorsque le président Yanukovych avait décidé de ne pas signer l'accord d'association, déjà à l'époque, on savait très bien que la Russie était très présente sur ce dossier. Et donc on avait décidé à l'époque que le sommet
qui s'est tenu depuis lors, en janvier, que le sommet avec la Russie serait l'occasion d'un sommet un peu différent de ce qu'on faisait habituellement, qui serait essentiellement un tête-à-tête entre les présidents, le président Barroso, le président Van Rompuy et le président Poutine, pour aller un peu au fond des choses et pour un peu réfléchir de manière un peu plus forte et un peu plus stratégique à l'avenir de nos relations avec la Russie et à la manière dont ensemble nous envisagions l'avenir de notre relation et l'avenir de ce que l'on a appelé cet immense espace de Lisbonne jusqu'à Vladivostok que l'on voudrait essayer d'organiser avec la Russie. Ça a été un échange de vues, je crois, utile, assez franc, assez direct, qui donne lieu maintenant à un travail de fond sur lequel nous sommes engagés. Et c'est dans ce contexte-là, je crois qu'il faut qu'on voit aussi les événements de ces jours-ci en Ukraine, d'où, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la nécessité de garder le contact en permanence avec la Russie, de discuter avec eux pour éviter des malentendus, des incompréhensions, pour éviter que telle ou telle décision qui pourrait être prise d'un côté ou de l'autre n'apparaisse comme une provocation. Et je crois qu'il est donc très très important de garder actuellement la ligne ouverte avec Moscou et les autorités russes. Alors, autre dossier chaud, surtout pour la diplomatie française, on a envie de dire la Centrafrique, où les forces françaises sont en première ligne pour pacifier le pays. Et mardi dernier, le Parlement français a d'ailleurs voté la prolongation de l'opération Sangaris. Nenayem a suivi ces débats. L'Assemblée nationale a autorisé la prolongation de l'intervention des forces françaises en Centrafrique. Avec 428 votes pour et 14 contre, les